la chanson au minimum. Et les voilà partis. Ridicas et Pépé pourra. Zarkava, vous aviez rendez-vous avec l'histoire. Zarkava, ce rendez-vous, vous ne l'avez pas manqué. Paul Gall, il n'est peut-être pas vaincu, mais il est aujourd'hui invincible. La championne de mon cœur qui va terrasser l'opposition. Jean-Michel Bazir, Republic, on vous aime. Trêve qui formidable ici, va s'imposer, rester invaincu. Incroyable docteur de ballon qui rentre dans l'histoire. Bienvenue dans les Big Story, le podcast qui donne la parole aux acteurs du monde épique. Salut à toutes et à tous, et place aujourd'hui au 9e épisode d'Epic Story. Pour cet épisode, nous vous emmenons à la rencontre de Florent Gautreau, voix bien connue des auditeurs de l'Afterfoot sur RMC, et qui est aussi un passionné, un grand passionné même, des courses hippiques et du jeu. Bonne écoute à vous. Bonjour Florent, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode d'Epic Story. Et notre première question est la suivante, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Ben oui, je suis Florent Gautreau, j'ai bientôt 53 ans, et je me rajeunis même pas. Écoutez, j'ai une longue carrière maintenant dans le journalisme, sportif essentiellement d'ailleurs, puisque j'ai travaillé à France Télévisions pendant 19 ans, où j'ai été successivement grand reporter, notamment au sport, un peu en politique, et puis chef de service et rédacteur en chef adjoint. Et puis après, j'ai travaillé d'ailleurs en même temps à RMC. On a lancé la fameuse émission l'Afterfoot que je fais toujours aujourd'hui. J'ai un petit peu lâché par intermittence pour d'autres expériences professionnelles, mais qui est un peu un des fils rouges de ma carrière. Donc France Télévisions, RMC avec l'After, et puis au milieu de ça, Equidia, dont j'ai dirigé la rédaction pendant 2 ans, qui a été une très très belle expérience également. Et pour finir, France Bleu Mayenne, j'ai dirigé la radio locale à Laval, là aussi pendant 2 ans. Et puis depuis 3 ans maintenant, je suis donc revenu à RMC. Et puis par ailleurs, effectivement, je fais pas mal de choses, toujours aussi un peu lié aux chevaux. D'ailleurs, il y a toujours entre le foot et les chevaux, il y a toujours une passion, quoi, évidemment, pour ces deux choses-là. Et donc, ça ne m'a jamais vraiment quitté depuis de longues années. C'est une notoriété publique que vous aimez bien les chevaux et les courses de chevaux. D'où est-ce que ça vous vient, cette passion justement pour les chevaux et pour les courses? Ça remonte à l'enfance ou comment est-ce que c'est venu? Ouais, alors c'est vrai que je pense que c'est très lié finalement à ce que sont les chevaux et les courses de chevaux en général en France. C'est un truc qui est pas vraiment assumé, que c'est aussi lié au jeu. Alors, il y a une part qui est liée à l'enfance et à la région où je vivais, dans le Loir-et-Cher, en Touraine, disons, où j'avais effectivement quelques chevaux de course d'ailleurs. Il y avait notamment une famille propriétaire, enfin éleveur même, et propriétaire de chevaux de course. Alors nous, ça nous fascinait un peu parce que on était des footeux dans un petit bled et on voyait ces gens qui partaient aux courses, entre guillemets. On disait, tiens, ils vont à tel endroit, dans tel hippodrome. Donc on était un peu fascinés par ça. Donc il y avait ce côté-là, j'ai toujours adoré les chevaux pour ça, tout simplement pour les avoir vus autour de moi à la campagne où j'habitais. Et puis il y a eu aussi le fait que les courses étaient diffusées de manière assez grand public quand même à une époque, le dimanche notamment, le TRC en général et les grandes courses en particulier, même sur TF1 de mémoire. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça de dimanche où on était le midi au café après le foot avec les adultes qui jouaient un peu sur les courses. Donc j'avais ce truc-là qui m'avait un peu toujours fasciné. Et 2, avec mon frère, on regardait les courses, quelques courses, la course du jour à la télé l'après-midi. Ça, je me souviens de ces trucs-là, que ce soit d'ailleurs sur du plat ou du trot, mais notamment les dimanches d'hiver avec le trot. On était assez étonnés de voir ces gars qui étaient complètement peinturlurés de boue à l'arrivée. Bon, c'était assez dingue. Et au départ, c'était ça. Il y avait ce petit côté qui a toujours été pour moi très popu, le foot, le petit café derrière, ça. Et puis, quand j'ai été un peu plus âgé, je suis rentré comme ça, j'aimais toujours aller au café, j'ai toujours lu mes journaux au café le matin, ça a toujours été un truc que je fais toujours aujourd'hui. Et j'ai toujours suivi les courses. À l'époque, je les suivais plus de manière sportive, on va dire. Et puis, j'ai eu le tilt pour me dire, mais en fait, c'est un jeu aussi, c'est un pari, donc il faut que je regarde. Et paradoxalement, le foot, j'ai jamais vraiment parié dessus, très rarement.
Et puis, j'ai vu le lien très fort qu'il y avait entre le jeu et les courses. Et finalement, pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut aussi regarder une course pour ce qu'elle est, pour l'aspect sportif, pour les champions qui y sont, que ce soit les chevaux ou les jockeys. Mais j'avoue que quand j'ai pu, financièrement, quelque part, après mes études, quand j'ai commencé à travailler, jouer un peu, parce que j'avais remarqué que quand on jouait très peu des petites sommes, très honnêtement, on gagnait pas beaucoup, voire jamais. Parce que je me souviens que mon frère, c'est le premier, puisqu'il était plus vieux, jouait. Et donc, à chaque fois, on regardait le quintet, je disais, alors? Il me disait, il m'en manque un. Il en manquait toujours un, et voilà, il avait joué un petit quintet en 5 chevaux. Bon, c'était évident, c'était un peu compliqué. Et donc, à un moment donné, je me suis dit ça, j'ai vu des gars qui jouaient autour de moi et qui en discutaient. Et ce que j'ai aimé, et ce que j'aime toujours aujourd'hui, c'est le côté feuilleton des courses. C'est-à-dire on retrouve aussi les chevaux, on les rate une fois, on n'a pas envie de les rater la deuxième fois quand il revient. J'aimais bien cette expression, il y en a un qui disait attention, si t'es pas allé au mariage, faut pas aller à l'enterrement. C'est-à-dire qu'en gros, si tu l'as raté le jour où il a gagné, ne t'avise pas de le rejouer 3 semaines après, parce que là, tu risques à la fois de l'avoir raté la première fois et de le rater la deuxième. Et donc, c'est tout ce truc-là, le discours, le vocabulaire que je trouvais aussi là-dedans, la fascination aussi de voir ces gars qui parlaient de ça en spécialiste, comme au départ, un peu comme une langue, un peu comme du chinois. Et puis, là, je me suis mis dans autre chose, c'est-à-dire de suivre et les courses, et leur intérêt sportif, et le jeu qui pouvait aller avec, en faisant mes choix, et effectivement, économiquement, en étant un peu plus à l'aise pour pouvoir jouer. Et puis comme ça, c'est parti. Mais c'est vrai que j'ai assumé ça en arrivant à Equidia aussi, d'autant plus, mais j'ai toujours dit à tout le monde, et je pense qu'on peut pas dissocier les courses du jeu. Pour la bonne et simple raison, d'ailleurs, si vous enlevez le jeu aujourd'hui, bah, la race du trotteur français, enfin, il y a des emplois, une économie dingue autour de ça, et puis tout simplement les chevaux eux-mêmes, qui malheureusement ne sont plus utilisés pour l'agriculture, ou enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, mais peu importe, ou pour d'autres raisons, les transports. Non, bah, les chevaux, oui, ce sont des chevaux de course. Et puis il y a un truc qui m'a fasciné dans les chevaux de course quand j'ai après travaillé dessus et appris à les connaître, c'est l'histoire des pur sang, parce que je trouve ça dingue qu'en gros, il y a eu aussi peu, une souche aussi faible de chevaux, à partir desquels on a créé carrément une race, quoi, et sur laquelle aujourd'hui, finalement, on parie sur les hippodromes du monde entier. Enfin, c'est ce truc des. Alors, j'ai même plus l'histoire au total, mais cette souche un petit peu limitée, mais volontairement créée presque par les hommes, qui donne une catégorie de chevaux aussi exceptionnelle. J'avoue que là, cette histoire-là, personne ne la connaît en fait. Ça me fait marrer parce que des fois, je vais sur un rond de présentation et je vois des tas de joueurs, de parieurs, de spectateurs, et je pense qu'on leur raconte pas assez quelque part cette histoire-là. C'est quoi votre premier souvenir d'hippodrome? Alors en fait, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses liées à la télé, parce que c'est vrai que j'allais pas vraiment à l'hippodrome, j'étais pas parisien à l'époque et tout, mais c'est vrai que quand on a commencé à grandir, enfin être ado et même un peu plus étudiant avec mon frère, on est allé à Neuilly-Pompierre parce qu'on était en Touraine, on était à Tours en fait. Et l'une des premières fois où je suis allé sur un hippodrome, vraiment, c'était à Neuilly-Pompierre, et en plus il y avait Bazir, parce qu'en gros, Bazir il adore cet hippodrome. Alors moi je connais bien, enfin je connais un peu Hervé Sionneau notamment aussi, qui est dans le coin, qui est en Touraine, et qui est pote avec d'ailleurs Jean-Michel Bazir. Et j'avais été assez sidéré parce que mon frangin me disait avec des potes, il disait, ah, mais il paraît qu'il y a Bazir. Je dis, oh, arrête, c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent foutre à Neuilly-Pompierre? Puis en fait, le hasard de la vie a fait que derrière, après avoir finalement fait mon parcours et me retrouvé à Equidia, l'une des premières personnes que j'ai, et très sympa d'ailleurs, c'est Jean-Michel Bazir, que j'ai vu à La Rochelle, parce que je me déplaçais beaucoup pour aller voir les équipes sur place. Et j'ai vu à La Rochelle, là aussi parce qu'il aimait beaucoup aller à La Rochelle. Je crois que c'était là où est sa copine, enfin, de manière générale, sa femme. Et j'ai discuté avec lui, et je lui ai redemandé par curiosité, je lui ai rappelé cette anecdote de Neuilly-Pompierre. Il m'a dit, ah oui, non, moi j'adore aller à Neuilly-Pompierre. Alors que je voyais qu'après, suite à son petit accident perso, il avait dit qu'il irait plus sur certains hippodromes parce qu'il était un peu fatigué, qu'il laissait machin. Mais en revanche, Neuilly-Pompierre, les copains, la petite bouffe qui va bien avec et tout, ça, il faisait. Donc Neuilly-Pompierre, avec les premiers paris aussi sur place, un peu plus complexe, parce que, enfin pas complexe, mais un peu différent, parce que le PMH, c'est un peu différent. Mais c'était très sympa, c'était marrant.
Je me souviens aussi qu'on discute très facilement. Je l'ai refait depuis sur d'autres hippodromes, dans le Vaucluse, au hasard, parce que dès que je peux, s'il y a un truc qui est à côté, j'y vais. Enfin, j'aime bien aller sur ces petits hippodromes. Ce que j'adorais, c'est que on se gare près d'un parking, on est limite direct dans le parking, mais avec les vents, avec les chevaux, et puis on demande ah bah tiens, vous courez dans quelle course? Ah bah oui, moi j'ai une petite chance, je passe dans celle-là. Alors on note le truc, et puis après bon, on suit tout ça. Donc oui, non, Neuilly-Pompierre, premier souvenir où vraiment en plus on est au cœur des chevaux. Je suis pas mal allé à Cabourg aussi. J'étais un peu en vacances ou en week-end, et donc j'adorais aller à Cabourg le soir. Alors, c'est pas un hippodrome qui me réussit forcément en termes de jeu d'ailleurs. C'est dur, Cabourg. Mais, Hein. Hein. C'est dur, Cabourg. Bah ouais, je sais pas. C'est à la fois dur et simple parce que parfois je cherche midi à 14h. Après, je me suis fait un truc dans ma tête comme quoi j'étais moins fort sur les hippodromes à main droite qu'à main gauche. Alors, c'était complètement lunaire. Mais, euh, mais voilà. Non, non, mais j'aimais bien Cabourg pour d'autres raisons. Pareil, la proximité des spectateurs avec les chevaux et les hommes. Je trouve on voit très très bien les choses. Et puis bon, après, quand on est sur l'hippodrome, j'ai pu faire des choses très sympas, notamment quand j'étais à Equidia d'ailleurs, ou même à France Bleu Mayenne après, mais être immergé au cœur de la piste, pas dans le véhicule des commissaires, mais l'équivalent, disons, en cœur de piste, la proximité, quand on voit ça, notamment sur un prix d'Amérique, je l'ai fait pour RMC d'ailleurs, pour BFM d'ailleurs, à TV, j'ai fait un prix d'Amérique vraiment inside, sur place, où j'ai interviewé Nivard, presque en voltigeur à la fin de la course. Et alors là vraiment d'être au tout départ là dans les raquettes avec eux, là c'est chaud. Là je me suis dit quand on est là-dedans, ça fait presque peur quoi. Là c'est presque comme de la Formule 1 quand on n'en a pas fait quoi. Et puis après il y a un autre souvenir. Alors c'est plus récent, mais d'hippodrome pour le coup où j'ai vraiment été sur la Cendrée de Vincennes avec Éric Raffin. Dans le cadre, c'est le Trot qui a organisé ça en double, les doubles sulky. Donc on faisait une petite course média, quoi, disons. Et moi j'ai eu la chance de la gagner avec Eric Raffin, enfin de la gagner. On sait pas trop qui il laisse gagner en fait dans ces cas-là. Mais en tout cas c'était sympa parce que bah on est derrière le cheval, quoi, avec en plus un grand driver. Et donc voilà les différents souvenirs. Mais le premier c'était Neuilly-Pompierre. Et c'est la plus belle atmosphère que vous ayez connue sur un hippodrome quand vous avez fait l'Amérique avec BFM? Ah bah de toute façon là, alors non, sur un hippodrome pour être très honnête, alors plein de beaux souvenirs sur les hippodromes dans les grands moments, et malheureusement en France il y en a pas beaucoup parce que c'est vraiment que sur les très grands moments qu'on a les hippodromes pleins. Donc oui, alors pour répondre à votre question, oui, l'Amérique en 2000, alors maintenant je vais faire peut-être une erreur, je crois que c'était 2016 de mémoire ou 15, maintenant je sais plus. C'était Bold Eagle de toute façon. Euh, oui, bah forcément, le prix d'Amérique, ça reste un truc de dingue. Même là, je l'ai encore revu sur le dernier. Je pense que les drivers là, doivent prendre un pied total. En plus, c'est bien fait, c'est bien scénarisé maintenant. Et c'est vrai qu'on se dit, quand on va à un match de foot, presque n'importe lequel, hein. Moi, je vais beaucoup à Rennes. Maintenant, je suis en Bretagne, dans un stade plein, avec une scénographie terrible. Je pense que les joueurs, ils prennent un kiff terrible quand ils rentrent dans un stade comme ça. Là, les drivers, ils ont dû se dire c'est top, mais ils aimeraient sans doute que ce soit comme ça un peu chaque semaine, quoi, comme dans d'autres sports. Donc c'est pas le cas. Donc oui, le prix d'Amérique et celui-là en particulier parce que c'était une expérience dingue où BFM TV avait récupéré un peu dans une fin de contrat par ailleurs la diffusion du prix d'Amérique. Et je me suis retrouvé donc parce que à RMC on avait lancé une émission hippique à l'époque en 2010. On s'est retrouvé à faire ce direct-là. Et moi, je me suis retrouvé sur le terrain toute la journée dans les écuries ou ailleurs, sur la piste, et finalement sur un camion qui suivait la course qui permettait d'être au cœur de l'événement. Alors là, pour moi, un truc de dingue. Et puis à la fin, effectivement, on m'a déposé tout près de Nivard. J'ai couru un peu. Et puis j'ai fait l'interview de Franck Nivard. Après voilà, pour moi c'est énorme parce que autant en foot c'est plus logique et quelque part je l'ai fait plein de fois, et même si ça a été très impressionnant pour moi quand j'étais plus jeune journaliste de faire les Jeux Olympiques ou de suivre l'équipe de France de foot partout dans le monde. Bon, bien sûr ça a toujours été un truc dingue, mais là dans un domaine finalement
que je pensais pas si bien connaître. J'ai vraiment bossé dessus à fond. Je me suis immergé dedans et je me suis retrouvé à interviewer Nivard après Bold Beagle. C'est comme Zidane après la Coupe. Enfin, presque comme Zidane après la Coupe du Monde. On n'est pas loin. Et en plus, j'adore ce mec, Franck Nivard. Pour moi, c'est un peu l'image typique du trot et enfin, je l'adore comme driver. Donc c'est un mec, enfin, c'est un très très bon driver. Bon, déjà pour moi. Et donc j'étais content pour lui, mec adorable en plus. Donc non, vraiment une expérience dingue. Alors, plus belle expérience hippodrome, non, j'ai vécu un truc de fou à l'étranger. Là aussi, grâce à Equidia, je me suis un peu baladé, enfin, et notamment, je suis allé à Cheltenham. Et alors là, si vous voulez, pour moi, ça réunissait plein de choses. L'Angleterre, les courses, le foot. Pour moi, le pays absolu, c'est l'Angleterre. Moi, je suis anglais. En fait, si j'aurais dû naître en Angleterre. Les jeux, le fait de jouer, eux, il n'y a pas du tout la même connotation un peu négative qu'il peut y avoir en France. C'est assumé, c'est sympa. Ils vont aux courses comme, je sais pas, comme ils vont faire la fête. Donc, Cheltenham, un hippodrome blindé de monde. Et surtout, une clameur au moment où les chevaux alors passent parfois ou après arrivent, selon le moment, en plus bon, sur des épreuves d'obstacles qui, à la limite, sont moins impressionnantes presque qu'à Auteuil par rapport aux obstacles eux-mêmes. Je sais presque été un peu déçu par les obstacles, mais en revanche, truc de fou, quoi. Donc là, en plus, moi, comme j'étais immergé avec la télé qui était le diffuseur en Angleterre, parce qu'on travaillait avec eux, je venais leur montrer un peu les innovations que nous, on avait mises en place avec IDIA. Et puis eux, bah, ils m'accueillaient à cette occasion. C'est top. Donc je prendrais n'importe qui ne connaît pas les courses, je le balancerais. Cela dit, c'est un peu pareil au Prix d'Amérique ou au Prix d'Arc de Triomphe, il sera impressionné. Mais à Cheltenham, il y a en plus, quand on voit les gars débarquer par horde, en costard, mais déjà un peu amochés par l'alcool à 10h du mat, les bookmakers aussi, puisque c'est quand même une particularité là-bas, les books sur place, bon, évidemment, la foule, la clameur, le rond de présentation derrière. Et moi, l'Angleterre, pour moi, c'est le pays absolu de ça. C'est-à-dire, quand on voit que la reine d'Angleterre, elle va aux courses, encourager ses chevaux, les mecs, elle est au rond de présentation, il y a des paris sur la couleur de sa tenue au moment où elle débarque. C'est dingue, que ce soit à Cheltenham ou à Scott d'ailleurs, ou n'importe. Je pense que pour moi, c'est quand même un peu un absolu. Alors pour certains, d'ailleurs, au foot, ce serait pareil. Il y en a qui ne jouent que par la première ligue. Et donc, ils ont quand même réussi leur truc, quoi. Parce que oui, c'est vrai que n'importe quel match de première ligue, en gros, c'est pareil. C'est un peu dingo. L'atmosphère dans les pubs, voilà, je suis allé à Jersey encore l'année dernière. Les petits trucs de bookmaker à droite, à gauche. Voilà, ils ont une culture du sport, d'ailleurs. Et du jeu aussi, qui colle parfaitement, je trouve, avec à notre passion commune, qui sont les chevaux, quoi. Je trouve que n'importe qui aime les chevaux, ne peut que aimer l'Angleterre. Alors qui plus est, un peu, ce qui est marrant quand on va à Cheltenham, c'est que j'ai pris le train et tout, donc en plus on débarque à la campagne aussi, quoi. Donc on est aussi au milieu des champs et on n'est pas dans la ville, quoi. Donc voilà, les grands moments de course en France, c'est sûr, l'Arc de Triomphe, oui. L'Amérique, encore plus parce que ça renvoie presque plus à l'enfance, parce que le Prix d'Amérique est tellement populaire dans les cafés, dans tout ça, qu'il y a quelque chose de peut-être en plus. Et puis Cheltenham, que j'ai découvert, et j'avais vu aussi un truc, parce que ça n'a rien à voir, j'étais par hasard en Australie, à Melbourne, au moment de la Melbourne Cup, pour le foot, pour l'équipe de France de foot, et donc j'ai découvert dans la ville, c'était carrément jour férié. Alors, je ne sais pas si c'est jour férié parce que c'est le Melbourne Cup ou si le Melbourne Cup s'est mis sur un jour férié. Mais pareil, alors dingue, parce que là, on retourne plus à ce qu'on connaît au Prix de Diane en France aussi, sur les tenues, sur tout ça. Mais je l'avais moins vécu de l'intérieur, donc c'était pas tout à fait pareil. Donc, mais voilà, ouais, des expériences comme ça de dingue, quoi. Vous nous avez beaucoup parlé de trot et d'obstacles. S'il y a une course que vous rêveriez de gagner, ce serait laquelle? Est-ce que c'est forcément l'Amérique ou est-ce que c'est... Ça dépend en tant que propriétaire. Ouais. En tant que propriétaire d'abord. En tant que propriétaire, franchement, n'importe laquelle à ce niveau-là.
Je vois les gens, non, franchement, Un enfin, groupe 1, du moment en que c'est un groupe 1. réfléchissant, euh, bah, pour le souvenir, comme je pense que moi, dans le foot, je le dis souvent dans l'after sur RMC, finalement, tout ce qui nous rattache à l'enfance est plus fort que tout. Donc, je dirais que c'est vrai que si j'avais un trotteur qui gagnait le prix d'Amérique, je pense que le prix d'Amérique, je préférerais parce que si on a un trotteur qui gagne l'Amérique, déjà, c'est un trotteur qui aura gagné avant d'autres choses, normalement. Enfin, Non. sauf Oyonnax, mais même Même Oyonnax a Oyonnax, ça gagné avait d'autres gagné choses. avant. Hein. Avait gagné. Mais euh, ça veut dire que ça dure aussi, en trop. C'est quand même un truc qui est plus fort pour les parieurs et pour les propriétaires, forcément. Enfin, plus fort. Pas en business, parce que j'imagine que si je gagne l'Arc de Triomphe et que derrière, on passe Poulinière, ou oui, bon, évidemment, on va faire de l'argent. Mais donc c'est pour ça que, pour ça, peu importe, je serais prêt à. Mais je suis très partagé parce que je suis vraiment l'image même de quelqu'un qui est multidiscipline. C'est-à-dire que j'adore autant aller à Vincennes qu'à Longchamp. Je, je- pour plein de raisons, j'adore le plat parce que c'est plus clean en termes de météo, souvent. On est quand même sur une période un peu mieux. Donc j'avoue que j'aime bien ça aussi. Le côté, c'est beau, c'est propre, c'est sympa, il fait beau, 14 juillet et tout. Et puis le trot, j'adore parce que le trot, pour moi, c'est la base de l'enfance, quoi. C'est-à-dire, et puis c'est un truc très français, enfin, quand même, un peu plus franco-français. Donc, il y a une culture qui est propre à la France. Bon, voilà. Donc, gagner en trot et le prix d'Amérique, ça veut dire quand même qu'on a un cheval qui dure normalement, enfin, qui a commencé avant, qui va durer un peu, qui est connu et aimé normalement un peu des gens aussi. Donc, on est un peu dans un truc foot avec le maillot, la casaque qu'on a dû voir plusieurs fois. Et l'Arc de Triomphe, je dirais que c'est plutôt. J'ai plus l'impression d'être le. J'aurais plus l'impression d'être dans une start-up, quoi, d'avoir réussi un coup et d'avoir revendu mon truc très vite, quoi. Donc, pourquoi pas, après tout, ça fait aussi partie. Je me souviens parce que je suis en contact, moi, j'ai un très bon contact avec Jean-Claude Rouget, parce que, bon, je l'ai fait travailler d'ailleurs, entre guillemets, avec Idia, parce que je l'aimais beaucoup et bon, il avait fait une année, là, un peu le consultant de luxe sur l'Arc de Triomphe. Ouais, je me Et souviens. on échange beaucoup avec lui, toujours parce qu'il est fan de l'émission de foot que je fais, alors qu'il connaît rien au foot. Il me le dit aussi, il n'écoute l'émission que parce qu'il adore l'émission, et il ne connaît le foot qu'à travers notre émission de l'After. Donc, il aime beaucoup Daniel Riolo, qui est avec moi sur l'émission d'After. Et donc, on échange. Et je lui ai dit, bah, moi, Jean-Claude, il y a un truc de dingue dont je me souviendrai toujours, c'est Literato. L'histoire de Literato, il y en a plus plein des histoires comme ça, mais en plus, elle était liée à l'ancien ministre qui est président de la région là, en Normandie, je ne sais plus comment il s'appelle. Et ils avaient acheté et donc un jour, je lui dis comme ça, je dis c'est dingue, Literato, cette histoire. Et puis il me dit, mais Literato, il dit, tu sais, c'est quatre mecs qui ont acheté une voiture d'occasion au départ. Hein. Et puis finalement, évidemment, le cheval, ils l'ont revendu à prix d'or. Et donc, pour la petite histoire, je lui ai dit, écoute Jean-Claude, moi s'il y a un truc, s'il y a un plan, je suis prêt à plonger. Ouais, Et signe. il m'a dit, alors il me dit, lui, il dit, mais il n'y a pas de problème. Il dit, bon, lui, en gros, son carnet de notes, il est booké, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, des propriétaires, en fait, il en a un peu comme il veut, quoi, donc, quelque part. Mais je lui ai dit, écoute, si un jour, il y a quelque chose, voilà. Bon, après, le problème, c'est les pensions, hein, globalement. Mais non, mais sinon, voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est vrai qu'en plat, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, c'était pas con, il m'avait dit, pour investir, faut aller. Moi, si j'ai investi dans le trot, c'était des potes journalistes, il faut aller chez Bazir. Il ne faut pas s'emmerder, machin, pour dire, bon, on prend pas de risque, quoi. C'est cher, mais ou, je sais pas. Et moi, je dirais un peu pareil pour le plat. Je dirais, tant qu'à faire, allons direct chez Jean-Claude Rouget. Mais après, bon, c'est une histoire de moyens et puis de chance aussi, parce que forcément, je vais pas aller prendre un cheval à 400 000 euros. Donc, on va aller taper sur un pari, quoi, qui peuvent s'avérer gagnants. Mais donc après, voilà, pour les belles courses, gagner une très belle course, c'est le rêve de tout propriétaire, hein, ça, c'est vrai. Et après, il y a deux possibilités. Soit vous prenez un cheval jeune et vous espérez que vous êtes tombé sur une pépite, voire voilà, un yearling, bon, je sais pas. Après, il y a la petite histoire qui fait que vous pouvez avoir un réclamé qui va aller participer à une très grande course. C'était le cas dans le dernier prix d'Amérique. Je sais pas comment il Émeraude de Baie, s'appelait, ouais. Emeraude de Baie. Bon, il n'y avait pas de chance de gagner, donc pour le coup.
Non, mais elle est pas ridicule, cela dit, une belle course. mais- Hein. ah non, non, mais pas du tout. Mais donc, je pense que voilà, ça, par exemple, cette expérience-là, vous voyez, qui n'est pas gagnée le prix d'Amérique, mais cette expérience-là, je trouve exceptionnelle. Émeraude de B, par exemple, ce serait déjà très, très, très beau. Ou à l'époque, Trèves, vous vous souvenez de Trèves qui avait été acheté pas très cher Ah, et qui a fini double lauréat de l'Arc de ouais. Triomphe. Alors, Trèves, on m'a raconté l'histoire en interne, un peu, on va dire, un peu plus que ce qu'on m'a dit ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. En revanche, j'aurais pas géré du tout comme l'a fait le boulanger, là, qui est plus boulanger d'ailleurs, parce que bon, l'histoire elle est dingue. Sauf que moi, si il est vrai qu'il a eu l'offre qu'il a eue avant le prix de l'Arc, tout en ayant la possibilité, si j'ai bien compris, dans le dernier deal qu'on lui avait proposé, qu'on lui aurait proposé de garder sa casaque, alors voire de garder la loc, ça je sais pas, en cas de truc, je sais pas trop, mais il y avait un deal, un très beau deal pour le vendre, pour vendre le cheval. Et il a refusé en fait ce deal-là, lui. Alors ce qui est dingue hein, et top, hein, parce que lui, bon, il avait son rêve, il voulait. Alors moi, je me souviens que Jean-Claude Rouget m'avait dit un truc très tôt quand je l'avais rencontré, parce que j'avais dit pour un autre cheval que j'avais eu d'ailleurs, ah moi j'ai vachement de mal à vendre à la première course comme ça un cheval que j'aime bien, à réclamer. Il m'a dit alors moi, si tu veux un conseil, si quelqu'un veut acheter un cheval ou ton cheval ou machin, il dit dis oui et vends. Il m'a dit, quel que soit le truc, vends. Donc, Pourquoi? je me souviens de ce truc parce que c'était un peu une règle. Je pense c'est peut-être pas du 100% cette règle-là, mais j'ai compris ce qu'il voulait dire après. C'est tellement rare d'avoir en gros des acheteurs, des trucs et tout. Il a dit, si y a un acheteur, faut vendre. Et donc, moi, je me suis dit, à la place du boulanger, vu le deal dont on m'avait parlé, là, moi, je crois que après avoir vécu ce qu'il avait déjà vécu, parce que, évidemment, le rêve ultime, c'était peut-être d'avoir plus, c'était de gagner la course et puis de faire encore plus derrière. Je pense que maintenant, par exemple, cette petite phrase de Jean-Claude Rouget, là, moi, elle me frappe, parce qu'à mon tout petit niveau, mon premier cheval, c'était un cheval à qui a réclamé à Tarbes, et on l'a fait courir à Longchamp, et elle a fait deuxième, et donc c'était une course à réclamer également. Et moi, j'étais terrorisé à l'idée que quelqu'un puisse me la racheter, quoi. Et donc, personne ne l'a racheté. Donc, j'étais à côté de l'urne. J'ai regardé si les mecs mettaient des bulletins dans l'urne. Nous, on l'avait défendu. Et puis, bon, voilà. Et après coup, l'entraîneur, c'était Frédéric Seguin, qui était l'entraîneur avec qui je travaillais à l'époque. Et il me dit, bon, je crois que c'était un des frères Boutin, bon, qui m'a demandé comme ça, quand on promenait les chevaux après, là, pour les faire tourner, il m'a demandé éventuellement si j'étais vendeur, parce que j'ai appris que bon, ça pouvait se faire aussi comme ça, sans doute. Et puis, Frédéric savait que je voulais pas vendre, mais il a dit non, je crois que le propriétaire veut pas. Oh, bah, l'autre a dit bon, c'est pas grave, dans ce cas-là, laisse tomber. C'était au cas où pour savoir. Mais maintenant, à l'inverse, euh, en fait, la meilleure affaire, quelque part, si c'était très rationnel, c'était je l'avais acheté 2 semaines avant, entre guillemets, ou je sais plus. Elle fait deuxième à Longchamp. Tu la vends immédiatement. Bon, pas forcément, il n'y avait pas une énorme plus-value, je me souviens plus, mais bah, en fait, en termes de business, c'était sans doute bien une meilleure affaire. Mais bon, bah voilà, c'était la première. En plus, j'étais très clair dans ma tête puisque j'avais pas envie et que derrière, on a continué à courir un peu avec elle et j'aimais beaucoup parce que et alors, ce qui est le plus drôle, c'est que c'était une ancienne Rouget. Et Ouais. donc, c'était drôle parce que quand j'ai vu Jean-Claude Rouget à RMC, il est venu, il adorait venir au studio de l'émission hippique et je lui ai dit, mais c'est dingue parce que mon premier cheval, c'est une ancienne. Alors lui, attention, il défioule souvent hein, les chevaux dès qu'ils sont pas assez bons, ils partent. Hein, donc dans le sud-ouest, ça partait. Et donc on avait récupéré Shepton Mallet, elle s'appelait, et une jument qui était la sœur utérine de Ivoryland. Donc quelque part, on l'a revendue pas trop mal pour un cheval de ce niveau-là, parce elle a une petite origine qui continue d'ailleurs à marcher entre guillemets. Et voilà, donc c'était une ancienne petite histoire, la euh, premier achat que j'ai fait à réclamer, un petit réclamé à Tarbes, c'était une ancienne Rouget qui s'appelait Shepton Mallet. Par rapport à vos couleurs, elles sont. Est-ce qu'il y a une histoire particulière par rapport aux couleurs que vous avez choisies pour votre casaque? Alors déjà, comme le font les sociétés de course, elles ont raison. C'est vrai que c'est un bon.
je trouve que c'est un truc génial. Le fait d'avoir ces couleurs, c'est un truc un peu. Ouais, c'est comme être propriétaire d'un club de foot, quoi, mais pour soi-même, quoi. Et moi, effectivement, elles sont liées au club de Tours, qui est mon club de cœur en foot, puisque moi, je suis à l'Anglaise. J'ai un club pour toute la vie, malheureusement, qui a dégringolé, donc qui est dans les abysses des trucs, qui est en National 3, mais moi, je l'ai connu en première division quand j'étais petit, gamin. Donc, c'est bleu ciel. Leur couleur, c'est bleu ciel et noir, les couleurs du Tours Football Club. Et, et donc, moi, j'ai pas pu totalement parce que il y a des histoires de disponibilité. Donc, j'ai fait une casaque qui est noire, étoile bleu ciel. Alors, j'aimais bien l'idée du noir parce que je trouve qu'il y a pas, enfin, c'est pas ce qu'on voit le mieux sur un hippodrome, mais finalement, j'aime bien la sobriété. Il y a beaucoup de trucs un peu bigarrés que j'aime moins. Donc, c'est très, quelque part, elle est très noire. Je regarde parce que je l'ai sur une photo pas loin. C'est casaque noir, toque noir et une étoile bleu ciel. Donc voilà, c'est lié à ça au départ. Et alors pour moi, pareil, truc de dingue. Jamais je savais pas du tout le système au départ, donc jamais j'aurais pensé être propriétaire, même Miniman. Jamais j'aurais pensé avoir mes couleurs. Jamais j'aurais pensé avoir mes couleurs sur un hippodrome. Donc ça, c'est génial. C'est le truc. Alors j'y ai toujours d'ailleurs, mais là je suis moins actif pour l'instant sur ce plan-là, mais encore que j'ai toujours dans la tête effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai échangé avec Jean-Claude Rougier. J'ai longtemps échangé. En fait, ce qui me manque, c'est un plan sympa comme ça là, sur un galopeur, même si on est effectivement associé là, en ce moment sur Milord du Ménil. Alors, c'est pas mes couleurs, parce que c'est celle de Stéphane Dumont qui court. Et puis, un trotteur. Parce que c'est vrai qu'au final, j'étais plutôt parti dans l'idée. Alors, j'étais parti dans l'idée d'avoir les deux. Alors, en même temps ou successivement, peu importe. Voir les trois, si on va vraiment sur la discipline. Donc, quelque part, avec Milord du Ménil, il y a Il y a l'obstacle. Moi, j'ai eu des galopeurs. C'est un peu le hasard, honnêtement, parce que c'est les rencontres. Donc, j'ai rencontré Frédéric Seguin. Le contact est bien passé. On est toujours en contact. Et lui, c'était très simple. Quelqu'un de très simple et sain. Parce que dans les courses, attention, acheter un cheval, c'est facile, hein. Moi, je suis allé sur les hippodromes, les chevaux, on m'en a proposé de partout, quoi. Et des gens qui en vendent. Et je me souviens des gars, je ne sais plus lequel des deux, Boutin, qui était très drôle, avec qui j'ai parlé à Longchamp, comme ça, avec des copains. Il y a un mec qui dit, ah, je voudrais acheter un cheval. Ah, mais ça, des chevaux, ça, c'est pas un souci, hein. Par contre, un bon, il dit, ça, je suis pas sûr, non. Parce qu'il est assez marrant, il a beaucoup d'autodérision. Et il dit, ah, par contre, un bon, je suis pas sûr d'en avoir un à vous proposer. Donc, c'est un peu l'histoire, quoi. Non, c'est très dur, quand même. C'est un milieu particulier parce que faut reconnaître que, nous, on le vit en ce moment avec Milord du Ménil, d'ailleurs. C'est un peu l'histoire, quelque part. C'est qu'il y a un cheval qui a des petits soucis de santé, physique, donc il repart au pré, qui court pas tout le temps. Donc, c'est la réalité aussi quand on est propriétaire de chevaux. Bon, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. Moi, j'ai plutôt eu de la chance avec les premiers parce que aussi j'ai pris des chevaux qui couraient déjà, en gros à réclamer, ou qui étaient chez Frédéric Seguin et c'était très simple. Il me disait, est-ce que tu veux reprendre une part de celui-là? J'ai déjà, j'ai la totalité ou machin. Donc, il était plutôt sympa. Donc, en gros, il me disait, tiens, elle marche bien, je sens bien pour l'an prochain. Si tu veux, tiens, tu peux prendre 25% de celui-là. Donc, et donc, comme ça, voilà, ça c'est commencé. Avec Shepton Mallet, moi, j'étais très impressionné. Le jour où il a acheté, j'étais en vacances. Il m'a dit, on y va. Ouais, on y va. Il dit, bon, c'est bon, ça y est, dans le camion. Genre 2 heures après, je me suis retrouvé avec un cheval. Et après, j'en ai eu plusieurs, mais j'en ai eu un particulièrement avec lui, avec Frédéric, c'est Dawaraki, qui était mon cheval un peu pareil, hein, qui était je sais plus d'où il venait parce que il l'avait avec son frère, je crois, à un moment donné. Et puis moi, je l'aimais bien et je lui avais demandé, j'en avais parlé. Il m'a dit, oui, si tu veux, tu peux rentrer sur le cheval, qui déjà avait, je sais plus, il avait déjà peut-être 6 ans au moment où je l'ai pris. Il avait déjà pas mal couru, mais il avait quelque chose. Et en fait, on a eu un très bon moment, une très belle saison où on a gagné à Deauville avec Pellier. Alors c'est ça aussi le rêve un peu du propriétaire. Mon frangin connaissait les jockeys, par exemple, et en tant que joueur, en tant que turfiste. Et puis un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, attends, alors je lui avais déjà dit que j'avais un cheval quand même et tout, donc c'était impressionnant. Et puis un jour, je lui ai dit, attends, tu sais qui va monter mon cheval? Et je lui ai dit, Pellier.
Il me dit, arrête tes conneries. Et en fait, je lui dis, mais si, parce qu'en fait, les mecs, ils montent le quintet, ils montent des trucs, puis en fait, la 8e course, ils n'ont plus rien à monter. Il est du sud-ouest, il est copain, il connaît bien Frédéric Seguin. Donc, dès qu'il peut, il dit, ouais, moi, justement, alors Pellier, le mec le plus cool du monde, quoi. Le mec, si tu veux, il se pose pas la question de savoir déjà s'il a un cheval qui va gagner ou pas gagner. Il a dit oui, machin, à Frédéric. Et en l'occurrence, là, le cheval était bien. D'ailleurs, c'était un des favoris de la course. Et donc, je sais plus s'il l'avait déjà monté, parce que je suis allé le voir à Maison Lafitte aussi. En fait, j'étais à Maison Lafitte un jour avec lui dans le rond de présentation avec mon fils qui était tout petit. Et il passait son temps à jouer avec mon fils Pellier. Il s'est fait reprendre à l'ordre par le starter parce il montait pas sur le cheval, il était complètement décontracté. Enfin, moi, j'ai halluciné. Très, très sympa, très cool. Et puis à Deauville, j'avais fait l'aller-retour de Paris, enfin à Clairefontaine, hein, disons, mais temps magnifique, juillet et tout. Et puis, handicap, hein, deuxième, comment on dit, mince. Deuxième division? Pardon? Deuxième division? Ouais, enfin, deuxième groupe. Le handicap divisé, quoi. La deuxième épreuve du handicap. Ouais, voilà, ouais. Et puis voilà. Et bon, des gros pelotons, beaucoup de monde. Et puis je le vois un peu s'embarquer, un peu extérieur, enfin, un peu deuxième épaisseur. Je me dis, oh là là, c'est chaud, quoi. Et puis le cheval était super en forme, super courageux. Et puis dans la ligne droite, c'est un énorme sprint avec un cheval monté par Grégory Benoît. Et ils finissent tous les deux au poteau, quoi. Donc, moi, j'étais globalement content. On était un ou deux, quoi. Donc, j'étais quand même un fou. Je descends en direct. Je descends, quoi. Et puis, à un moment où le cheval revient après avoir fait son tour, il revient vers le rond de présentation. Puis, je vois Olivier. Et puis, je dis alors, on ne savait toujours pas quelque part si on avait gagné ou pas. Et puis, il dit, c'est bon, c'est fait. C'est-à-dire, c'est fait. Mais c'est sûr, on a gagné. Hein. Il dit, ah non, mais il dit, je suis sûr. Et puis, il y avait limite une photo en cours, quoi, et tout. Et puis, il me dit, non, Greg m'a dit que c'était mort aussi, mais je suis sûr, j'ai gagné. Et puis, lui, décontracte. Alors, comme je suis dit, comme il en a un peu rien à foutre, entre guillemets, j'ai dit, je vais quand même attendre. Mais effectivement, on a gagné d'un nez. Et alors là, c'est énorme. Là, c'est exceptionnel. En plus, le lendemain, il se trouve qu'à la rubrique télé de l'équipe, il y avait un fan de course qui est décédé maintenant, qui s'appelle Bernard Dolé, qui est un gros fan de course que je croisais dans un PMU dans le 16e. On prenait notre café ensemble régulièrement. Et lui, il suivait mes chevaux comme ça. Et le lendemain, dans la rubrique télé de l'équipe, il y avait un encart en disant Florent Gautreau a gagné à Deauville avec son cheval d'Awaraki, machin. Ce qui fait que j'ai été à France Télé à l'époque. Et les mecs qui lisaient l'équipe ont halluciné. Parce que si tu veux gagner une course à Deauville, pour les gens, ça donne une image. C'est inaccessible. Et je viens que Laurent Delahousse, qui était le présentateur, me dit en conférence de rédaction, il me dit putain, mais attends, mais c'est fou, quoi, mais combien t'as gagné? Il me dit, je dis non, attends, je t'explique, les courses, attends, c'est pas la règle de triomphe, tu vois, donc, mais c'est vrai que c'est un truc de dingue. Pellier qui monte son cheval, la course qu'on gagne, et cette même année, dans la même année civile, on a gagné au moins 2 autres handicaps à Toulouse. En novembre, deux handicaps de suite en plus, après avoir pris du poids. C'était Roberto Carlos Montenegro qui montait aussi le cheval dans le sud-ouest, qui est devenu entraîneur d'ailleurs. Et donc, et pour sa rentrée encore après, il avait fait encore 4 ou 5e. Donc le cheval, quand on a un cheval comme ça, petit cheval, on va dire, à la base, je me souviens que même j'avais des potes qui étaient journalistes à l'époque, et hippies et tout, qui m'envoyaient des CSS en disant, même quand il avait fait 4e, après avoir gagné 2 courses, il disait mais ton cheval il est énorme, il est super courageux, quoi. Et puis après il a vieilli, on l'a arrêté et puis voilà, mais c'était une histoire dingue, quoi. Du coup, vous nous parliez aussi de l'aventure que vous avez eue avec Milord Duménil. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'histoire de ce cheval, comment s'est fait l'acquisition, etc. Ouais, c'est en partie lié d'ailleurs à Equidia, parce qu'effectivement, moi j'ai noué de très bonnes relations avec la rédaction, les journalistes d'Equidia. Quand j'y ai travaillé, et donc on échangeait toujours avec Charlie Millepied, qui est donc lui spécialiste de l'obstacle. Et puis il se trouve que l'entraîneur de Guingamp, Stéphane Dumont, qui est fan aussi de chevaux, qui a aussi des chevaux chez d'autres propriétaires, je crois Nicolas Collery, il me semble, je sais plus trop, en plat, était aussi intéressé. Donc Charlie m'en parle et il me dit que lui, il serait peut-être intéressé. En parlant d'Erwan Graal, qui connaissait bien, que moi je connaissais aussi, notamment pour sa réussite à Pau,
l'hiver. Et donc, moi, l'idée, ce que j'aimais bien, j'étais pas trop prêt à replonger tout de suite, mais j'aimais bien l'idée d'un jeune cheval. Parce que finalement, j'avais eu on va dire des vieux chevaux plutôt, et des chevaux déjà qui couraient déjà. Alors évidemment, j'ai dit, ça a eu l'avantage d'avoir des chevaux qui couraient 2 semaines après, qui gagnaient même 2 semaines parfois après d'avoir acheté. Mais il y a le petit côté, c'est un peu comme un footballeur, quoi, que vous avez déjà suivi depuis le centre de formation, qui signe son premier contrat pro, et puis qui grandit. Donc l'idée, c'était d'essayer de vivre cette aventure-là. Et donc c'est le cas parce que très vite, alors pour le coup quand même, il a couru, il a fait le prix Finot à Auteuil, et donc j'y suis allé. Donc c'était sympa parce que donc sur ce cheval on est plusieurs. Il y a Charlie, une partie de sa famille, enfin peut-être son père, je crois. Je crois qu'il y a Guillaume Luix aussi qui est dessus. Comment Julien Philippon avec qui j'avais travaillé aussi, que j'avais fait venir aussi moi quand j'étais à Equidia. Et puis donc Stéphane Dumont, donc que j'ai croisé aussi sur des tribunes de foot, par exemple l'été dernier à l'occasion d'un match amical Rennes-Brest, il était venu en voisin. Là, je suis retourné d'ailleurs voir le match à Guingamp en Coupe de France et tout, donc c'est assez sympa. Et puis voilà le prix Finot qui nous a laissé pas mal à la fois de déception et d'espoir parce que le cheval avait été très bien jusqu'à la dernière haie, c'est-à-dire que s'il avait été très bon sur le plat, je me suis dit à ce moment-là, tout va se jouer là. S'il est très fort sur le plat, on va gagner, c'est énorme. Et puis non, en fait, il n'a pas été bon sur le plat. Mais néanmoins, il y avait des choses correctes. Moi, je suis allé le voir à Maison Lafitte, chez Erwan Graal à l'époque, parce qu'avant qu'il ne redéménage avec ma fille. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que voilà, on a un cheval, c'est aussi pour aller le voir si possible. Donc, on l'a vu à l'entraînement. Donc tout ce qui était entraînement, saut, les vidéos qu'ils nous envoyaient par ailleurs en dehors du moment qu'on avait passé là-bas, c'était plutôt très bien. Et puis après, il a couru, mais à chaque fois, alors il a eu différentes fortunes, quoi, mais ça s'est pas très bien passé à Pau. On a senti qu'il y avait un souci, donc là, Erwan l'a repris. Puis après, il l'avait relancé sur des hippodromes et des courses plus simples, et il avait une très bonne course, et très courageuse, parce que jusqu'à présent, il menait beaucoup. Et il se faisait souvent battre ensuite sur la fin de course. Et, un peu comme s'il comprenait pas ce qui se passait, quoi. Il court avec ses copains super bien, à mener un peu la meute, et puis à un moment donné où ça attaque de partout, il n'y a plus de copains, il se dit mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous me lâchez, quoi? Et là, j'avais trouvé à Orléans, c'était à Orléans, il avait gagné une course où quand j'ai vu la course, j'ai dit jamais on va la gagner, on va peut-être faire 2 troisièmes, mais il va encore se faire bouffer parce que il avait été ultra courageux jusqu'au poteau. Et puis après, voilà, malgré tout, il y a eu des pépins physiques qui font qu'il est reparti au prêt. Donc voilà, c'est une belle aventure parce qu'il continue, on est plusieurs associés, avec comme je vous disais tout à l'heure, les aléas évidents pour un jeune cheval, parce que il est en train de prendre il a besoin de prendre de la force et de prendre à la fois de la force du mental et puis tout simplement de se soigner, de s'entraîner. Et donc là, on espère que ça va se relancer, quoi. Après, ça, c'est un peu les risques du métier, on va dire. Et vous savez quand est-ce qu'il va recourir? On va le revoir cette année ou pas encore? Normalement, on devrait le revoir cette année, puisque là, il repart à l'entraînement. Mais c'est vrai qu'il y a eu une longue interruption, là, vraiment, où il s'est pas entraîné, quoi, surtout. Donc, c'est ça, l'histoire. Il était au pré, et donc, il n'est pas du tout dans la même configuration qu'à l'époque où on l'a récupéré, où il était vraiment à l'entraînement. Alors, il progressait à l'entraînement, il sautait plutôt très bien. C'est pas un très grand cheval, mais qui sautait plutôt de manière assez fluide, globalement, et de mieux en mieux, je dirais. Mais effectivement, maintenant, on est un peu au milieu du gué, quoi. On va voir si vraiment il est capable de repartir, quoi. Ok. Est-ce que du coup, vous parliez des émotions qu'il avait gagnées à Orléans, que vous aviez été voir aussi des courses où vos chevaux avaient gagné. Quand on est propriétaire, les émotions, elles doivent être décuplées quand c'est son cheval qui court et en plus qui gagne. Ouais, alors, les émotions, elles sont fortes, mais c'est vrai qu'en fait, c'est presque plus stressant qu'autre chose, quoi. C'est vrai que c'est, moi, j'essaie de le prendre, mettre un peu de recul dans tout ça, mais, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et puis, je trouve que c'est très dur parce on attend l'engagement. On se dit, bon, là, c'est bien. On scrute un peu, on fait le papier, on regarde un peu les autres chevaux, les trucs. Et puis après, si ça se passe mal très vite, par exemple dans une course, et notamment en obstacle,
c'est arrivé à Pau comme ça. Il avait couru une course, là, Milord du Ménil, et là, on se disait, tiens, c'est peut-être le moment, c'est pas mal. Pau, Erwan, il est très habile à Pau. Ça se passe pas mal au début de la course, puis on prend, à un moment donné, on voit que putain, ça marche pas, quoi, ça va pas. Il se retrouve derrière, saute mal, machin, hop, et puis presque il est arrêté ou limite. Là, et alors là, c'est très dur en fait. C'est vrai que on prend un coup un peu sur la tête parce que en fait, il y a l'avant où on a beaucoup spéculé, on s'est dit tiens c'est bien, tiens l'engagement il est pas mal, tiens il y a plus que 9 partants, je sais pas quoi, donc on est un peu là-dedans. Puis après ça va très très vite finalement. Alors encore en obstacle, c'est long, mais après en plat par exemple, ça allait très très vite quoi. Donc si ça se passe bien, on sent bien. Si on est dans la bataille, dans la bagarre et tout, on le voit. Si ça se passe moins bien, et puis 1 minute 30 plus tard, terminato, tout le monde est reparti et c'est fini, quoi. Après, il y a un stress supplémentaire. C'est pour ça que je voulais pas, moi, avoir de cheval d'obstacle. Donc, j'ai quand même fait. C'est que moi, l'obstacle me faisait très, très peur pour les chutes, pour faire très simple. Donc, en fait, alors là, pour le coup, le vrai stress, par exemple, à Auteuil, quand bon, c'était pas si mal, hein, mais bon, il avait fait 6 ou 7e, je sais plus, dans le finaux. Mais quelque part, il n'y avait pas de chute. Moi, ça aurait été vraiment le truc horrible, enfin de chute. Après, il y a des chutes qui se terminent bien, hein. Mais bon, il y a eu 2, 3 trucs sur les hippodromes comme ça qu'on connaît, les accidents et tout. Ça arrive aussi en plat, bien sûr, ou même au trot, mais quand même beaucoup plus rarement, forcément. Donc, c'est vrai que dans ma tête, je m'étais toujours dit un galopeur ou un trotteur, mais sans doute pas un cheval d'obstacle, juste pour cette raison-là. Bon, puis finalement, mais c'est vrai que le premier stress, par exemple, pour ça, là, typiquement pour Milord du Ménil, enfin pour un cheval d'obstacle, c'est d'abord, enfin, qu'il y ait pas de casse, quoi. Donc, voilà, Est-ce que chaque vous, obstacle. est-ce que vous ressentez un petit peu, vous parlez beaucoup du pari en début d'émission, est-ce que vous ressentez un peu cette sensation-là quand on parie sur un cheval, quand on a un cheval à nous, l'adrénaline de se dire on possède une partie du cheval, c'est ce qu'on retrouve un peu dans le jeu. Ouais, non, moins quand même. Alors déjà par rapport au risque, là, aux chutes et tout, non, là c'est beaucoup plus fort quand on est propriétaire. Là, vraiment, à chaque obstacle, moi c'est un peu un stress entre guillemets, hein. Mais après, non, ouais, je sais qu'il y a un peu cette idée-là qu'on développe, qu'on veut faire en disant c'est un peu notre cheval. À la vérité, moi je suis très respectueux hein, des chevaux, des couleurs, des jockeys et tout. Contrairement malheureusement à certains turfistes qui est devant l'écran et tout, ou dans les hippodromes, c'est une partie que j'aime pas du tout. D'ailleurs que j'aime pas au foot non plus sur la façon de parler des uns et des autres. Bon, parce que les turfistes ils aiment bien le cheval quand il gagne, quoi. Après s'il gagne pas, le jockey était nul. Et encore, je suis gentil, quoi, hein. C'est Ouais, souvent ouais, pas vous ces êtes gentil. mots-là. Ouais. Euh, moi, je suis pas comme ça en général. Moi, souvent, j'essaie d'avoir l'honnêteté quand je fais un pari et que ça marche pas, de dire c'est moi qui ai été nul. C'est moi qui ai été nul. Surtout avant de. Alors parfois, j'en veux un peu à des jockeys ou à des tactiques de course où je me dis ah bah c'est bien. J'ai joué sur un cheval, il était 8e au début en attente, 8e au milieu en attente et 8e à la fin et il s'est rien passé. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai vu un truc, un mouvement, un machin. Alors là, je me dis, alors sans parler de quelqu'un qui fait le tour ou quoi que ce soit, hein, mais c'est vrai que des fois je me dis, alors là, j'ai pas vibré du tout parce que le cheval il est resté à la même place toute la course, il s'est rien passé. Donc c'est vrai que c'est des fois un peu frustrant. Non, je me sens pas quand je parie et tout, je me sens pas propriétaire, mais c'est vrai que en revanche j'aime bien certains chevaux où même on s'attache très vite en faisant le papier parce qu'on retrouve certains chevaux. J'aime bien l'idée de me dire tiens celui-là je l'aime bien, j'aime bien le driver, donc il y a un côté j'essaie de mettre un truc très positif là-dedans. Et puis si ça marche tant mieux, ça marche pas c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'au trot c'est le cas notamment un peu au plat quand on commence à jouer des courses où on retrouve des chevaux d'âge et autres. C'est vrai que j'aime bien le côté la fidélité ou parfois même parce qu'il faut beaucoup. Moi, je mets beaucoup trop de rationnel dans les paris alors qu'il faut aussi beaucoup d'instinct. Il faut un peu d'instinct, disons. Et je trouve que ça, c'est important d'avoir ce mélange, ce savant mélange entre évidemment le papier, l'étude, les chronos et trucs, puis aussi un peu d'instinct. Moi, par exemple, sur le dernier prix d'Amérique, je m'en suis voulu parce que il y a un cheval que l'an dernier, je voyais gros comme une baraque, et qui est Italiano Vero, enfin, qui est un peu mon outsider, disons, de l'an passé. Je l'avais mis hyper, donc j'étais bien parce que j'avais Hooker Berry, j'avais mon Italiano Vero, j'étais super bien.
Sauf que moi, l'an dernier, j'ai pas vu en pas Média SM, je sais plus comment ça, je l'ai mis dans le Bézorbe, le cheval de Nivard, qui avait fait deuxième en trombe et tout, mais peu importe. Et là, je revois Italiano Vero, genre 2 semaines avant. Ah, j'ai dit, tiens, Italiano Vero, mon cheval. Je le joue 2 semaines avant. Évidemment, il faisait sa rentrée, il rentre pas. Il revient dans le Prix d'Amérique, sans chance, a priori, évidemment. Puis pendant tout le truc, je me dis, tu vois, donc le vainqueur, bon, bah, j'ai mis un peu comme tout le monde. J'ai quand même mis le Duval Destin. Et puis, je me suis dit, bah, tu vois, Italiano Vero, 5e, serait pas mal, quoi. Mais je l'ai pas fait, en fait. Et en fait, il est 5e à la fin, à 100 contre 1, un truc comme ça. Et ça, c'est juste de l'instinct, de la fidélité. C'est-à-dire que je l'aurais joué en disant, bah voilà. Et d'autant que l'autre stat que j'avais qui était marrante, puisque c'était qu'il y avait il y avait souvent le numéro 17 à l'arrivée du Prix d'Amérique, pour des raisons logiques, parce que c'est un des plus riches et que souvent Bold Eagle l'a eu ou je sais pas quoi. Et ce jour-là, c'était le Suédois, comment il s'appelle, Joviality, je crois, ou c'est ça. Ah oui, je viens ici, ouais. Ouais, et qui était là et qui a été aussi qui était à l'arrivée effectivement donc après qu'un pote avec qui on parle beaucoup de courses avec qui on parie il m'avait dit bah tu vois c'est très simple, tu aurais mis le Duval Destin gagnant, le 17 troisième et ton extrême outsider de l'an dernier 5e et puis t'avais et champ total et t'avais le Prix d'Amérique. mais Ça c'est paraît mais je me facile dis, les courses après les courses, hein. ouais, après les courses on aime bien refaire, c'est facile. Mais non, mais néanmoins c'est un exemple aussi de se dire que il faut aussi parfois jouer à la fois à l'instinct et à l'affectif en se disant bah tiens ça c'est sympa à faire, c'est marrant parce que et d'ailleurs c'est pas des mauvais chevaux en plus au Prix d'Amérique, donc quasiment n'importe lequel il peut faire 5e de cette course-là, hein. Donc voilà, c'est en ça que je dirais pas que je me sens propriétaire quand je joue, mais en revanche, j'aime bien suivre. Et par exemple, je parlais de Franck Nivard. C'est vrai que si je fais le papier et qu'il y a 2 chevaux équivalents ou 3 équivalents, il peut m'arriver de choisir celui qui est drivé par Franck Nivard parce que c'est Nivard, quoi. Même si ça marche pas à tous les coups, hein. Ça, c'est sûr. Même avec Nivard. Peut-être une dernière question avant qu'on finisse. Une question un peu plus générale sur le monde des courses. On voit qu'en ce moment, les courses, c'est pas forcément la meilleure période. Il y a de moins en moins de partants, de moins en moins de monde dans les hippodromes. La filière est un petit peu en difficulté. Comment est-ce que vous voyez les choses pour l'avenir? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour redresser un peu la barre, faire que ça aille mieux? Alors, c'est une question comme ça qui est un peu large, mais est-ce que vous avez des idées, des pistes ou comment vous voyez un peu la suite dans les prochaines années pour les courses? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que celui qui a la réponse, Ouais, si moi je il l'avais, a, évidemment, mais personne l'a. non, mais non, mais vous avez raison, c'est une très bonne question parce qu'on se l'a posé déjà quand moi je suis arrivé. Enfin, ce débat-là, il existe depuis un moment en fait. Parce que quelque part, on a un peu l'impression qu'on perd globalement des parts de marché. Ce que je vous disais, moi, que j'avais découvert un peu les courses, à un moment, c'était très populaire, on en parlait plus partout, c'était plus grand public. C'était peut-être même moins connoté négativement aussi, un Oui, peu bien sûr. sur le jeu. Par exemple, je sais pas, ma grand-mère presque, elle faisait son petit tiercé, quoi. C'était un truc un peu sympa, un peu, on le voit moins. Les paris sportifs, effectivement, bouffent beaucoup aussi. Et là, chez les jeunes, on voit plus de gens attirés par les paris sportifs, foot, par exemple, tennis, plutôt que hippique. Donc, je ne sais pas, franchement, s'il y a une solution. En tout cas, le truc qu'il faudrait essayer, c'est quand même de capter un nouveau public. Donc, d'une manière ou d'une autre, pour faire simple, les plus jeunes. Comment? Et franchement, là, pour le coup, je pense que sur le jeu, il y aurait sans doute moyen. Il n'y a pas de raison, entre guillemets, par rapport à des jeunes qui ont envie de parier sur du foot. Il n'y a pas de raison que si on leur explique un peu les rudiments, ils ne puissent pas parier sur les chevaux. Sauf que, et là on rentre dans à la fois ce qui, à mon avis, en fait l'intérêt et la complexité, c'est pas simple de parier sur les chevaux. Alors que moi, je pense l'inverse du foot. Je trouve que c'est très dur de parier sur le foot, mais c'est très simple de base parce qu'il y a 2 équipes et que on peut très bien dire, bah, même si ça rapporte pas grand-chose, je vais jouer Chelsea contre Liverpool et puis je vais combiner avec machin contre truc et puis globalement, donc ça, les gens le comprennent facilement et pensent connaître le foot, ce qui est souvent le cas d'ailleurs, ils connaissent le foot, sauf que le foot, c'est pas le fait de le connaître ou pas, c'est que c'est impronosticable de par le type de score. Le fait qu'il y ait des points rares fait que
c'est très compliqué. Donc en fait, la solution, entre guillemets, c'est pour attirer des gens, c'est sans doute peut-être de ramener des jeunes sur des courses sur lesquelles il est peut-être plus simple de parier. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, un faible nombre de partants et du jeu simple, par exemple. Quand on va sur un hippodrome où il y a des soirées à Longchamp et autres, le jeu le plus simple pour des gens qui n'ont jamais joué, c'est de dire, vous allez jouer tel cheval placé, par exemple. Dans les 3 premiers, normalement, ça permet de vibrer un peu. Il y a quand même pas mal de chances, une chance sur 4, s'il y a peu de partants que ça arrive. Donc, il y a sans doute peut-être, plutôt que de chercher à améliorer le quintet, qui est déjà finalement un jeu compliqué à toucher pour tout le monde et à jouer même. Donc, pour nous, turfistes, oui, améliorer le quintet, c'est important. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas le numéro max, la suppression du bonus? Ok, moi, j'entends tout ça, je suis sensible à ça. Mais moi, je suis sensible à tous les jeux qui sont pour les spécialistes. Le nouveau jeu, le Big Five, un grand 7, n'importe quoi. Mais ça, c'est pour des gens qui sont déjà acquis. Et pour les autres, c'est vrai que la solution, je vois qu'il y a maintenant des programmes, des produits sur les réseaux sociaux, vous en êtes la preuve, des podcasts, des choses qui sont nouvelles dans ce milieu-là. Donc, ils peuvent parler à une autre génération. Et donc, je pense qu'effectivement, d'une manière tout à fait nouvelle, c'est-à-dire qu'il faut même pour aller toucher ça, même les marques, entre guillemets, des fois, il faut arriver à peut-être à changer quelque chose, à créer un jeu spécifique, plus simple, mais qui soit toujours la même chose, hein, c'est-à-dire jouer un cheval qui passe la ligne avant les autres ou dans les 3 premiers ou autre. Hein, je dirais que c'est comme au foot, il ne faut pas changer les règles du jeu, du sport. En revanche, il faut trouver quelque chose effectivement un peu plus simple, parce que là, c'est vrai que si on se dit on va rénover le quintet et c'est comme ça qu'on va aller, non, on va rénover le quintet pour peut-être récupérer des gens qu'on avait un peu perdus là parmi les joueurs habituels. Mais tous les nouveaux clients, parce que quand tous nos turfistes, là, qui ne sont pas les plus jeunes, vont disparaître peu à peu, des fois on se demande, on se dit, mais qui va rester, quoi? Ouais, c'est vrai. Et puis pareil, quand j'étais petit, mon père à Vincennes, c'était populaire les courses. C'est beaucoup moins populaire maintenant que ça l'a été. Il y a beaucoup moins de gens qui viennent aux courses qu'avant. Bien sûr. Alors que, ce qui est paradoxal, c'est que vous faites le fameux Longchamp festif, là. Et vous amenez même des gens, n'importe qui, vous allez les amener aux courses sur une belle réunion et vous allez même les faire un peu jouer, ou comme ils font les dimanches au galop, tout ça. Moi, je vois les gens, en fait, ça marche. Bien sûr. Les gens, ils jouent, ça fonctionne. Je veux dire, les gens partent pas au courant en disant, mon Dieu, c'est horrible. Non, au contraire. C'est sympa. Sur les petits hippodromes aussi. Hein. Sur les petits hippodromes, quand vous allez à Luxembourg, vous avez 3000 personnes. À Cran, quand les grands week-ends de course, il y a toujours du monde. Dans l'Ouest, vous qui êtes dans l'Ouest, il y a des très bons hippodromes. Tout est plein. C'est pour ça qu'il y a un truc quand même à voir. C'est-à-dire que le truc n'est pas mort. Le truc n'est pas mort du tout. Vous avez raison. En province, comme en plus, je pense quand même qu'il y a un mot dans tout ça. C'est un peu la rareté aussi. Parce que là, aujourd'hui, on a un catalogue, c'est l'annuaire. Alors moi, je suis le premier à naviguer là-dedans sans problème. Moi, j'ai toujours dit, Equidia, c'était un des trucs qui avait un petit peu changé. Alors, c'est pas nous, Equidia, qui changions ça, hein, mais on se disait quand même dans la diffusion d'ailleurs des courses, mais globalement, moins de courses. Moi ça, j'en suis persuadé. Et je dirais même qu'à une époque, il n'y avait pas le quintet tous les jours, par exemple. Peu à peu, il a existé tous les jours. Moi, je ne détestais pas, même en tant que joueur, qu'il y ait une sorte de rupture parfois dans la semaine, un petit peu de jeu, quoi. Donc, bien sûr, quand on était gamin, moi je me souviens à Vincennes, les dimanches à Vincennes, il y avait 2 réunions par jour. Il y avait la réunion 1, la réunion 2, et c'était tout. Maintenant, aujourd'hui, vous avez 5, 6, 7 réunions, vous pouvez jouer de 10h jusqu'à 23h. Et forcément, c'est compliqué pour les joueurs de se dire je peux jouer de Singapour le matin jusqu'en Australie le soir. Moi, à mon époque, je vous dis, il y avait une réunion de plat, une réunion de galop et une réunion de trot. Et c'était largement suffisant. Et ça faisait 2 réunions par jour. Ouais, il y a ça. Je vous dis, même le quintet, je me souviens, c'est marrant parce que je suis allé jusqu'au dernier moment. Il n'y restait plus que le lundi où il n'y avait pas de quintet. Parce qu'au début, il n'y en avait pas le lundi et le jeudi. Enfin, au début, il y en avait que le week-end. Après, ils en ont mis le jeudi. Après, bon. Et puis après, tous les jours. Bon, c'est vrai que. Il y a sans doute ça. On tue un peu la poule aux œufs d'or, paradoxalement, en multipliant le nombre de courses. Donc, sans doute un peu plus de rareté et un peu moins de courses ou de jeux. Et puis en revanche, pour capter le nouveau public, non, c'est sûr. Là, il y a un point important,
sans doute un truc encore à trouver qui soit un peu formaté, simple, pour aller attirer des gens et se dire, des jeunes, en disant, ah, t'as vu le jeu, il y a telle course par jour, enfin la course du truc là, sur 10, je sais pas, je dis n'importe quoi, une course à 10 chevaux, ou peut-être même à 12 chevaux, un truc où il n'y a pas trop de partants, ou même s'il y a un nombre de partants similaire là, à ceux du Quintet, que ce soit un événement particulier, qu'on puisse aller faire un jeu simple à comprendre pour capter ce public-là et se dire tiens, c'est comme le foot et on va y aller, quoi. Et après, une fois qu'on est rentré après dedans, effectivement, je pense que le goût fait que on peut comprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et d'un autre côté, dès qu'on fait, vous l'avez dit, un hippodrome de province, une grande réunion, des publics un peu différents qui viennent sur l'hippodrome, bah, les gens sont assez conquis et prêts même à jouer. Alors, peut-être des petites sommes et tout, mais globalement, les gens sont prêts à s'amuser et à jouer. Mais je pense que, à la base, alors, ça, c'est du concret, c'est trouver des jeux, des formats nouveaux, attirer aussi des jeunes. Mais c'est pareil, je vois les formats qui sont faits sur les réseaux sociaux, mais même ces formats-là, ils touchent parfois des gens qui jouent déjà, en fait. Le plus dur, c'est d'aller trouver des gens qui aiment le jeu, le pari, dans d'autres domaines, et de les amener aux courses. Ça, même s'ils ne connaissent pas bien les chevaux, en quelque sorte, mais de les amener aux courses. Ça, c'est effectivement plus compliqué. Mais après, plus généralement, je dirais que le souci qu'on a, comme je vous le disais par rapport à l'Angleterre, c'est qu'il n'y a pas cette culture évidente du fait que oui, bah oui, par exemple, il y a un sport, il y a des paris. Il y a un sport, il y a des paris en face. Alors que finalement, ce qui se passe maintenant sur le sport comme le tennis, le foot, on a envie de dire les chevaux, mais attends, les chevaux, l'hippisme, ils ont inventé ça avant tout le monde, puisque le truc est consubstantiel aux courses. Donc, en fait, ce qui est en train de flamber partout, foot, tennis et autres, mais en fait, c'est ce qu'on fait depuis 1945 aux courses. Donc, enfin, peut-être un peu après quand même. Et donc on a envie de se dire, c'est marrant, ça a été précurseur sur ce truc-là. Et maintenant, à l'inverse, c'est presque dévoyé en termes de réputation. On dit par rapport au reste, alors qu'il n'y a aucune raison. Donc c'est pour ça qu'il y a l'image. Et c'est vrai que cette culture-là, c'est pour ça que moi j'ai joué une carte quand je suis arrivé à Equidia, ou même avant, quand j'ai lancé l'émission des hippiques sur RMC, puisque sauf qu'en 2010, on a lancé ça sur RMC avec Sébastien Darras d'ailleurs. Ben, l'idée tout le temps, ça a été pour moi, à mon petit niveau, on va dire, aujourd'hui encore, ça a été d'assumer sur les réseaux, sur les trucs, ça a été de dire, moi oui, j'aime les courses et je joue aux courses. Ah bon, les gens, ah bon, toi tu joues? Ben oui, bien sûr, on joue aux courses, c'est super sympa. On fait ci, on fait ça, c'est intelligent parce qu'en plus on peut travailler. C'est pas un jeu de hasard, c'est ça. Et je pense que plus il y a de gens, c'était un peu pour être prescripteur, quoi. Plus il y a de gens qui font comme ça, en ayant pignon sur rue, je dirais que le meilleur truc, c'est Griezmann, c'est un très bon truc. Mais c'est un propriétaire encore, peut-être dans l'esprit. Il a joué le jeu quand même parce qu'il a fait des spots et tout. Mais c'est de voir que voilà, ouais, Griezmann, non seulement il assume, mais bon, il était au PMU avec son père petit. Moi, je les ai vus au prix de Diane, j'ai discuté. En fait, son père, c'est un turfiste, en fait, à Griezmann. Donc en gros, le truc, c'est si tu arrives à dire la meilleure campagne, en fait, ce serait ça. Je dis n'importe quoi, c'est Cadmerade qui fait son ticket de machin, qui dit, bah, bien sûr, je joue aux courses, c'est génial. Et pour dire n'importe qui, des gens connus, tac, tac, on joue comme à l'époque, quelque part, à la grande époque, c'est vrai qu'il y avait un peu ça. On voyait des gens un peu connus qui jouaient, qui disaient. Donc, aujourd'hui, ce serait ça, parce que je dis, c'est l'inverse. Entre guillemets, ça fait ringard. Donc, on va pas avoir un acteur ou autre qui va dire machin. Donc, c'est vrai que les Tony Parker, les Griezmann et tout, c'est plutôt bien. Parce qu'en fait, Parker, il est investi. Mais là, Parker, on est dans l'écurie. Évidemment, Griezmann, on est quand même plus aussi dans l'écurie et dans les propriétaires. Il faut qu'en fait, on ait l'équivalent de Parker et Griezmann au niveau des turfistes et des joueurs. En disant, en ayant des gens qui valorisent ça auprès des jeunes. Et n'importe quoi, si Kev Adams s'il se met à dire qu'il joue au PMU, c'est sûr qu'on va toucher une autre génération. Et encore, Kev Adams, et je passe tous les influenceurs, si Thibaut InShape et je sais pas qui, si les mecs commencent à parler PMU et à
et à envoyer des paris, peut-être que, très franchement, je pense que même la clé, elle est par là. Parce que vu le degré d'influence qu'ont tous ces gens-là aujourd'hui, bah oui, il y a sans doute un truc à jouer là-dedans. Donc, c'est jamais perdu, hein. Non. Moi, j'ai tendance à dire que le produit est bon, le produit est vivant, parce que c'est quand même un truc de dingue d'amener tous ces chevaux partout sur les hippodromes. Et moi, quand je suis arrivé à Equidia et que j'expliquais à tous mes potes sur la place de Paris, médiatiquement parlant, ce que représentait la diffusion des courses, rien que la diffusion, et le nombre d'hippodromes, je leur ai expliqué, le nombre de courses, le nombre d'heures d'antenne qu'on faisait tous les jours, toute l'année, 365 jours par an, et le nombre de journalistes qu'il fallait, et de techniciens et de tout qu'il fallait pour gérer tout ça, les gens hallucinaient. Se rendaient même pas compte de toute cette production. Et aujourd'hui, les gens, même les gens qui me critiquaient parce qu'on faisait ci et ça, et donc on se fait beaucoup critiquer quand on change des choses, et je leur disais, mais vous vous rendez pas compte de l'évolution qu'il y a eu. Quand j'étais petit, je savais même pas où aller regarder pour avoir une image des courses dans un point course paumé, je sais pas où. Et aujourd'hui, on a la possibilité de jouer et immédiatement de mettre son smartphone en ayant la course sur laquelle on a joué en direct, sur n'importe quel hippodrome. Ça, par exemple, je le vois d'ailleurs sur les turfistes dans les cafés, ça, c'est quand même un vrai progrès. Donc le truc est vivant, pleinement vivant. Il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, c'est vrai qu'il y a un vrai travail de captation de nouveaux publics. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode d'Epic Story. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on a pris de plaisir à l'enregistrer. Et on vous dit à très vite sur Epic Story pour de nouvelles aventures. À bientôt.